RRB, l'invité du matin. Et ce matin, dans l'invité du matin, nous sommes avec Jean-Pierre Flotta. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité des sages depuis quelques semaines. Un comité qui était présidé jusque-là par Jean Lec, qui est désormais le président d'honneur. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler finalement comment est né ce comité des sages et quels sont ses objectifs ? Eh bien, l'acte fondateur du comité des sages, c'est le discours du Premier ministre Édouard Philippe au Congrès le 5 décembre 2017, allocution dans laquelle il a annoncé la création de ce comité. Et ensuite, la constitution de ce comité s'est opérée dès le mois de janvier. Et nous étions en ordre de marche dès janvier 2018. Comment ces membres ont été sélectionnés ? Alors, la création du comité a été initiée par le Haut Commissariat. En fin de compte, c'est un choix qui a été fait unilatéralement par le Haut Commissariat. Parmi les membres de la société civile, en fin de compte, c'est agi de chercher des personnes dans cette société civile qui étaient connues et reconnues pour leur parcours et qui étaient susceptibles de faire preuve d'exemplarité dans les activités du comité. L'objectif, c'était aussi d'avoir une représentativité de la diversité du territoire ? Tout à fait. Nous sommes à la fois de la diversité ethnique, mais aussi politique. Même si le comité des sages tient à ce qu'il n'y ait pas de prise de position politique au sein du fonctionnement du comité. Mais nous sommes des personnes effectivement originaires de différentes ethnies, mais aussi nous avons parmi nous des religieux. Et je peux vous dire que les travaux du comité sage se passent de manière très sereine et entre nous avec un profond respect mutuel. Créé en 2017, juste avant le premier référendum, c'est un comité qui est très récent. Votre première mission, c'était de gagner en légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez atteint cet objectif selon vous ? Ben écoutez, effectivement, à l'origine, notre mission première, c'était d'intervenir éventuellement dans le débat public lors des campagnes référendaires. C'est ce que l'on a fait. Et pour asseoir notre légitimité, nous avons tenu dès le départ à rencontrer l'ensemble des partis politiques, afin de nous présenter et leur présenter également quelle était notre mission. Nous les avons rencontrés à 2 reprises. Et puis nous avons également fait des communiqués pour montrer que le comité intervenait dans ce débat et montrer que nous étions là pour assurer notre mission. De la même façon, notre crédibilité, eh bien, c'est à la fois par la composition du comité et puis surtout les actions que nous avons entreprises sur le terrain, parce que le comité ne s'est pas contenté de faire des communiqués sur des éventuels dérapages lors des campagnes référendaires, mais aussi nous sommes allés à la rencontre à la fois des jeunes dans l'ensemble des lycées, collèges et universités, et également les différentes associations communautaires pour connaître un peu leurs sentiments sur la situation actuelle et quels étaient leurs espoirs pour l'avenir du pays et se faire ainsi une idée de la température et des aspirations des membres de la société civile. Et au-delà de ça, dans ces rendez-vous, quel message vous faites passer aux gens que vous rencontrez ? Ah bien, le message que l'on va faire passer, c'est le même qui correspond en fin de compte au fond de notre mission. Nous sommes une autorité morale. Alors, je voudrais préciser ce que je conçois comme autorité morale. En fin de compte, nous sommes une entité issue de la société civile qui est là pour promouvoir et comment dire, faire attention à ce que certaines valeurs soient respectées. En l'occurrence, dans le cas de la campagne référendaire, c'est que l'expression doit être faite dans la retenue et dans le respect mutuel. Nous ne sommes pas des censeurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas à nous prononcer sur le contenu des déclarations qui sont faites, mais en revanche sur la forme. Il y a une façon de dire les choses, et donc c'est sur la forme que nous intervenons. On peut très bien avoir un débat public, politique, dès l'instant où il y a un respect des uns et des autres, et qu'on ne soit pas excessif dans l'utilisation de certains mots, il n'y a pas de raison que le comité des sages intervienne. Et à la limite, je dirais que si le comité des sages n'intervient pas, c'est tant mieux.
mieux, que ça voudra dire que le débat public, de notre point de vue, se serait bien passé. Est-ce que vous avez vraiment les moyens d'agir? On pense notamment aux réseaux sociaux où tout s'emballe très vite. Le comité des sages, en général, publie un communiqué, effectivement, plusieurs jours plus tard, parce qu'il faut prendre le temps de digérer aussi toutes ces informations. Est-ce que le temps d'un comité des sages est le même que le temps des réseaux sociaux? Alors, effectivement, c'est une difficulté. D'abord, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une autorité de censeur, mais nous ne sommes pas non plus une autorité judiciaire. Nous ne sommes pas à la place des juges. Le seul problème, effectivement, c'est d'avoir les moyens d'intervenir. Sur le débat public, c'est assez facile parce qu'on peut réagir assez rapidement. Sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué parce que, comme partout ailleurs, c'est très difficile de pouvoir sanctionner des déclarations tempestives et même parfois injurieuses ou haineuses sur les réseaux sociaux. Donc, notre intention, c'est d'essayer de trouver les moyens d'essayer de contenir sur les réseaux sociaux ces déclarations qui nuisent à la bonne ambiance d'un débat public serein. Et ça passe aussi par presque de la prévention auprès des jeunes. Vous en avez rencontré un certain nombre, presque du collège jusqu'à l'université? Alors effectivement, nous avons, les mois derniers et même l'année dernière, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans les lycées et à l'université. C'était pour nous une découverte et un enrichissement parce que d'abord on a eu un accueil très chaleureux et puis surtout une écoute très attentive de la part de ces jeunes. Même certains professeurs nous disaient comment vous faites pour maintenir en éveil des jeunes pendant plus d'une heure et demie, alors que nous, au bout d'une heure, on a l'impression qu'ils voudraient que le cours s'arrête. Et donc pour nous, ça a été une révélation, c'est que on a découvert par exemple que ces jeunes malheureusement connaissaient mal leur histoire, notamment l'histoire récente, ou alors ils en ont qu'une vision partielle ou partielle de ce qu'ils ont pu entendre dans leur entourage. Et donc on a voulu, en tant que témoin de ces événements et de l'histoire récente, leur apporter un peu un éclairage sur l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, afin que on les sensibilise sur le fait qu'ils ne reproduisent pas des schémas de violence qu'on a connus dans les années 80. De la même façon, c'est aperçu que ces jeunes connaissaient mal leurs institutions. Et c'est dommage parce que ces jeunes sont appelés à s'exprimer par le vote. Et ce serait bien que ces jeunes appréhendent mieux le fonctionnement de les institutions pour en comprendre toute la finalité et pouvoir ainsi s'exprimer en toute connaissance de cause. Vous parliez des schémas de violence lors de la conférence de presse du comité des sages la semaine dernière. Il y a un membre qui a dit que certains jeunes espéraient presque revivre des événements. Est-ce que vous vous attendiez à entendre cela en allant dans les établissements scolaires et comment vous avez réussi à déconstruire ce discours? Alors, on n'a pas eu, on a eu effectivement ce retour de la part de certains jeunes, même. On nous a dit que dans certains lieux, des jeunes se retrouvaient autour d'un feu et puis essayaient de reconstituer l'histoire de la Calédonie en reprenant ce qu'avaient fait leurs anciens et reproduire un peu le même schéma d'action. Nous avons tenu à les sensibiliser sur cet aspect des choses, à savoir que la violence ne mène à rien et que donc c'est par au sein d'un établissement scolaire par exemple, c'est par l'écoute entre eux, la connaissance des uns et des autres qu'on peut trouver des solutions aux problèmes s'il y en a. Et donc c'est dans cette direction que nous nous sommes engagés, les sensibiliser sur les travers de toute tendance à vouloir promouvoir la violence dans les relations au sein des établissements comme en dehors. C'est une crainte que vous avez dans ces périodes référendaires de crispation? Oui, il faut avoir ça en tête. Je pense que ça peut déraper à tout moment. Il suffit peu de choses, à mon avis. Regardez ce qui s'est passé à l'époque, l'année dernière, pour l'affaire Vallée. On était au bord de la guerre civile. Et donc, vous voyez, il faut pas grand-chose où ça dérape. Un incident quelconque, un fait divers, et ça peut déraper. C'est pour ça que faut être attentif à tout ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que l'utilité des comités sages est de faire en sorte que ce genre de dérapage n'intervienne pas. Alors, j'entends bien qu'on n'a pas aussi des moyens énormes pour faire valoir nos missions, mais en tout cas, nous sommes présents et nous investissons totalement dans notre mission pour faire en sorte que cette campagne référendaire puisse se dérouler le mieux possible. Vous parliez de l'affaire de la revente de l'usine du Sud. C'est d'ailleurs la dernière fois que vous êtes intervenu via communiqué. Exactement. Donc là, on était vraiment en dehors d'un contexte référendaire. Ce comité des sages, il a vocation à durer, à s'installer dans le temps, au-delà des échéances que nous connaissons. Écoutez, à l'origine, en principe, notre mission devait s'arrêter lors du premier référendum.
Or, le Premier ministre nous a demandé de poursuivre nos missions au sein de la société civile. C'est ce qu'on a fait donc. Et à chaque fois, donc, on nous a demandé de renouveler notre action sur le terrain à chaque début de campagne référendaire. Ce sera le cas, ce sera la dernière. Et on peut supposer qu'en principe, la mission du comité des sages s'arrêtera le 12 décembre ou le 13 décembre. Mais il est probable que l'État nous demande de continuer à exister au-delà du 13 décembre parce qu'il n'est pas impossible que le comité des sages participe à la période réflexion de la période transitoire qui va s'ouvrir à partir du 13 décembre. Cette période de sécurisation de l'accord de Nouméa jusqu'en juin 2023. Quel sera donc là votre rôle dans les 4 mois qui viennent, en tout cas là juste avant le référendum? La campagne n'a pas vraiment commencé, c'est assez calme. Comment vous voyez la période qui s'ouvre jusqu'au prochain référendum et jusqu'à 2023? Eh bien, dans l'immédiat, donc on est très attentif à tout ce qui est les déclarations qui peuvent être faites. Bon, il faut reconnaître que pour l'instant le climat est plutôt calme. Hein. Il n'y a pas de dérapage, mais on a des revues de presse quotidiennes sur ce qui peut se dire à la fois dans la presse locale, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et puis on a aussi des retransmissions de ce qui peut se dire sur les radios. Et donc on analyse tout ce qui peut se dire, et s'il y a un problème quelconque qui nous apparaît susceptible de devoir être dénoncé, on se réunit et on prend une décision pour savoir sous quelle forme, et on intervient dans le débat. Donc ça, c'est la mission actuelle, et c'est ce que l'on fera jusqu'au 12 décembre. Après, tout dépendra de ce que nous demandera l'État. Je pense qu'on pourrait être une courroie de transmission entre la société civile et la classe politique, parce que les politiques ont toute la légitimité pour réfléchir sur l'avenir de la nouvelle société calédonienne, mais la classe politique ne peut pas aussi se passer de la société civile. Je pense que la société civile a un droit d'expression dans le cadre des réflexions qui vont être menées prochainement, parce qu'il s'agit de créer une nouvelle société, et je pense que chaque citoyen calédonien a le droit de s'exprimer sur le sujet pour donner son avis. Le comité des sages, c'est un travail à plein temps pour vous? Oh, pas à plein temps, c'est très erratique comme travail, c'est-à-dire qu'on peut être occupé tous les jours de la semaine, et puis on peut rester une semaine sans rien avoir à faire. Mais en tout cas, c'est une implication quand même au quotidien de surveillance et d'écoute de tout ce qui peut se dire pour réagir éventuellement en cas de besoin. Merci beaucoup Jean-Pierre Flotta de nous avoir présenté toute cette Merci à émission. vous.